Le cancer, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, tout ceci, ce sont des maladies qui n'ont pas beaucoup évolué depuis que j'étais étudiant en médecine. Et il n'y a pas de maladie qu'on sache guérir aujourd'hui, qu'on ne savait pas guérir quand j'étais jeune étudiant. Et ce qu'on a compris, c'est que la clé, voire une des clés, elle est au niveau de la physique quantique, et que, au fond, si on regarde les choses proprement, ces clés ouvrent l'origine de la vie, le cancer, les maladies et probablement la conscience. Mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que le cancer, ça va être réglé relativement court terme et que tout le reste va s'effondrer à ce moment-là. Bonjour, docteur Laurent Schwartz. Bonjour, monsieur Talamy. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Je rappelle que vous êtes cancérologue, auteur de nombreux articles scientifiques et d'ouvrages consacrés au cancer ou aux maladies neurodégénératives, notamment Le bleu de méthylène, un nouvel espoir contre le cancer, la dépression et les maladies du cerveau, pour lequel nous vous avions reçu l'an dernier. Vous venez de faire paraître Choisir la vie, repenser le vivant pour sortir de la crise et retrouver du sens aux éditions Thierry Soucard. Un livre dans lequel vous élargissez votre réflexion sur le cancer et la maladie en analysant les crises qui traversent nos sociétés à la lumière de la physique et de la biologie, en particulier de la notion d'entropie. Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer comment est né ce livre, d'où vient ce désir d'élargir votre réflexion et de la prolonger en explorant des champs qui dépassent le cadre de la médecine. Je vous remercie de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici. Et c'est un vrai plaisir en plus. Je viens du monde du cancer, de la clinique, matinée d'équation, parce qu'autour de moi, les gens sont des matheux. Et on a essayé de comprendre quelque chose au cancer. Et on ne peut pas comprendre le cancer si on ne comprend pas la vie. Quand une personne a un cancer, c'est une explosion de vie dans la tumeur. Les cellules se séparent les unes des autres, prolifèrent, s'éloignent de la tumeur pour former des métastases. Et aujourd'hui encore, on peut cultiver des cellules tumorales de patients décédés il y a des dizaines d'années. Donc le cancer est une forme d'explosion de vie. Alors évidemment, c'est un côté presque douloureux de dire ça aux malades. Mais au fond, on ne peut pas comprendre le cancer sans comprendre la vie. Et c'est ça qui m'a amené à écrire Choisir la vie, ce dernier livre. Le cancer, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, tout ceci, ce sont des maladies qui n'ont pas beaucoup évolué depuis que j'étais étudiant en médecine. Et il n'y a pas de maladie qu'on sache guérir aujourd'hui, qu'on ne savait pas guérir quand j'étais jeune étudiant. Alors on a fait des progrès techniques évidents. On sait maintenant faire des stents, on sait réparer des valves cardiaques, on sait faire des IRM, des scanners, enfin tout ceci a énormément progressé. Mais la compréhension ou le traitement du cancer métastatique, des maladies psychiatriques ou du cancer reste illusoire. Et au fond, à un moment, il faut renverser la table. Il faut y aller et essayer de donner une autre vue du vivant, de ce que l'on peut comprendre, de ce que l'on croit comprendre. Si vous me laissez encore 2 minutes, moi je me lève le matin et je vois le soleil à l'est, le soir il est à l'ouest, donc tout semble m'indiquer que le soleil tourne autour de la Terre et que la Terre est plate. Mais au fond, ça a été très dur de se rendre compte que c'était peut-être pas ça, et qu'elle était ronde, et que nous tournions autour du soleil. C'est la même chose pour la santé. Nous avons une vision du vivant, qui est une vision qui date du 19e siècle, qui, avec les bonnes cellules, les mauvaises cellules, les cellules bonnes devenues folles et qui vous font les maladies auto-immunes, ben ça c'est la cour de récré, quoi. C'est des façons de voir le monde qui sont surannées, qui ont marché pour comprendre. Quand on a une infection, alors les bons globules blancs allaient manger les méchantes bactéries, ok, pas besoin de beaucoup plus pour comprendre. Mais pour les autres maladies, ça patine. Et ça patine parce que le modèle et la compréhension des maladies
est incomplète. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de planter un autre décor. Comme je le disais plus avant, de renverser la table pour essayer de guérir les malades. Je viens du monde du cancer, et pour le monde du cancer, les choses étaient somme toute relativement simples. On cogitait, et on continuait à cogiter jusqu'au moment où une idée qui nous semblait bonne sortait de la tête de l'un d'entre nous. Habituellement, ça passait d'une tête à une autre. Et on avait les idées à peu près claires. Alors après, il y a dans le cancer des lignées cellulaires, des souris. Enfin, on a une façon de tester les choses. Pour comprendre le vivant, on n'a pas ça. Donc, à un moment, il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, ce qui n'a pas été que simple, de me dire, OK, moi, les autres, tous ensemble, même si j'en suis le porte-parole, et que j'ai été énormément aidé par une personne à qui j'ai dédié le bouquin, qui est le professeur Marc-Henri, il faut y aller, il faut réécrire la médecine complètement. Vous dites d'ailleurs aussi que finalement on a une médecine techniquement brillante aujourd'hui, mais qu'elle s'est humainement appauvrie. Hein. Vous soulignez qu'en 50 ans, nos hôpitaux ont perdu en humanité. Oui, enfin, je ne vais pas faire le pleurnichard, mais au fond, dans le temps, quand quelqu'un n'avait nulle part où aller, on le gardait 2-3 jours, le temps qu'il trouve une solution. C'était de la médecine et c'était normal. Et tout le monde l'acceptait. Les chambres étaient communes. Alors, il y avait des avantages, des inconvénients. Évidemment, quand les gens n'étaient pas bien, c'était pas bien. Mais ça permettait aussi une ambiance et autre chose comme ambiance que les soirées de Netflix que les gens regardent sur leur ordinateur ou à la téloche. Et il y avait une forme de vie. Les hôpitaux sont devenus de plus en plus déshumanisés. Ma femme a eu une hernie totalement bénigne, mais droit à une hospitalisation de 4 heures, qui heureusement a pu se prolonger parce que ça n'allait pas si bien. Mais c'est quoi cette médecine? Je veux dire, on opère les gens et on les renvoie à la maison rapidement. Oui, ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. Oui, la médecine de haute performance, ambulatoire et tout ce que vous voulez. Alors le geste est évidemment plus simple que ce qui était dans le temps. On n'ouvre plus le ventre comme on l'ouvrait, mais c'est tout de même très dur de renvoyer à la maison les gens encore partiellement shootés par tous les médicaments. On a fait énormément de progrès techniques. Humainement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas évident. Et surtout, et c'est ça que j'essayais de vous dire plus avant, la compréhension ou le traitement des maladies les plus communes, le progrès est loin d'être évident. La psychiatrie, par exemple, est-ce que le Prozac est mieux que les médicaments des années 50 ? Les psychiatres en doutent, et moi aussi. La valeur des traitements antidépresseurs qu'on donne à tire-larigot chez tous nos jeunes déprimés au long cours, est-ce que ça sert à quelque chose ? Les essais cliniques ne le montrent pas de façon évidente. Vous donnez aussi d'ailleurs l'exemple du cholestérol qui est assez frappant hein, dans le livre, en disant que cette impasse thérapeutique, elle n'est pas uniquement propre au cancer ou aux maladies neurodégénératives. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que, au fond, le système patine. Et alors, on peut critiquer tout le monde, Big Pharma et tout ça, moi j'y crois pas. Ça patine fondamentalement pour moi par une absence d'idées, par une absence de nouveautés. Et ce que j'ai essayé de faire suite à ce qu'on a fait sur le cancer. Ce qu'on a fait sur le cancer, c'est tout de même un renversement complet de perspective, et les données nous donnent progressivement raison. Et au fond, c'est simplement de pousser le bouchon un peu plus loin et de le faire sur l'ensemble des maladies et ou l'origine de la vie. Ce que vous aviez fait sur le cancer, donc ça c'était l'objet de votre livre précédent sur le bleu de méthylène, c'est-à-dire que vous aviez finalement adopté une approche métabolique du cancer en proposant un protocole donc métabolique à base de bleu de méthylène et je crois de 2 autres aussi ingrédients, de l'hydroxycitrate et de l'acide lipoïque. Vous avez de la mémoire, c'est bien pour quelqu'un qui n'est pas malade de se rappeler de ces noms barbares, c'est pas mal. Je vis entouré de physiciens. Alors les physiciens, ils ont des blagues de physiciens auxquelles j'ai appris à rire avec le temps, des discussions qui sont souvent un peu abscondes, mais tout est une question de force, de gradient de force. Et ce qu'on a compris sur le cancer, et qui est l'objet d'un livre précédent, donc sur le bleu, c'est que au fond,
c'est l'oxydoréduction, c'est-à-dire le transfert d'électrons qui explique le cancer, l'ensemble de sa symptomatologie, et des molécules qui le modulent, comme le bleu de méthylène et bientôt l'ivermectine, sont efficaces, en tout cas jusqu'à un certain point. Et au fond, donc, on a pris cette logique, qui est une logique électronique, pour essayer de comprendre le reste. Dans le reste, il y a l'origine de la vie, il y a la façon dont on pense, la façon dont on fonctionne, et ainsi de suite. Oui, c'est ce que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que pour sortir en fait de cette impasse technique et philosophique que traverse la médecine aujourd'hui, il faut changer radicalement notre vision du monde. Vous parlez d'ailleurs de briser les murs de la prison intellectuelle dans lequel ce dogme en fait matérialiste finalement, cette lecture exclusivement matérialiste du monde et du réel nous enferme. Et vous proposez effectivement d'intégrer donc notamment les progrès de la physique moderne pour mieux comprendre ces lois qui régissent le vivant. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je pense que ceux qui m'ont lu le savent. Et ce sont dans les périodes troubles que se font les grandes révolutions. Einstein, c'est juste avant la guerre de 14. La Renaissance, c'est une période trouble. Léonard de Vinci n'arrête pas de fuir les différents potentats qui soit l'acclament, soit le terrorisent. Et nous sommes dans une période trouble. Et c'est un moment de repenser certaines choses. Moi, la seule chose que je puisse repenser, c'est le vivant, parce que sur le reste, je n'ai pas la capacité à dire grand-chose. Et j'ai toujours été impressionné par la grande découverte de la physique quantique dans les années 20. Ça s'est fait comme ça, en dehors des centres académiques. Einstein, il travaillait dans son bureau des brevets. Les autres, c'était à peu près le même genre. Il n'a jamais fait de thèse, ce qu'on lui a beaucoup reproché. Peut-être qu'il n'en avait pas les capacités, allez savoir. Rester assis pendant quelques années à écouter un professeur, pour Einstein, ça devait être très dur. Donc nous, on a essayé de suivre un modèle comme ça. On est sorti de l'académisme. On est sorti du système et de sa rigidité. Les gens autour de moi sont, je crois, particulièrement intelligents, particulièrement inaptes à l'académisme, mais c'est le genre de gens à qui vous faites quelque chose. Le professeur Marc-Henri, dont je vous parlais, vivait dans sa maison au fin fond de nulle part, au-dessus de Grasse, et ses conversations étaient géniales. Et les autres, c'est pas triste. Vous mettez ça tous ensemble, vous avez une réponse. Tout ça pour vous dire, j'en ai juste pour 2 secondes, c'est que tout d'un coup, dans les années 20, la physique change. On change de modèle, on arrive à la physique quantique, les choses sont ici, elles sont là en même temps, c'est a priori totalement invraisemblable, mais c'est autre chose. La médecine, elle, n'a pas bougé. La médecine reste sur des principes du début du XXe siècle, où les lois n'ont pas bougé. La médecine, somme toute, a connu des grandes révolutions dans les années 40-50. Aujourd'hui, c'est un domaine qui financièrement est remarquablement lucratif, mais qui, pour les malades, ne marche pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Donc, ce qu'on a essayé, c'est d'injecter du sang neuf. Oui, vous dites d'ailleurs, je crois, dans le livre, à un moment qu'il est temps aussi d'acter finalement l'échec, vous dites, d'une démarche purement financière pour le traitement des maladies finalement. Enfin, et vous dites finalement on a tendance à favoriser des solutions de haute technologie, notamment parce que ça permet aussi d'avoir des retours sur investissement derrière, alors que c'était pas nécessairement la méthode la plus efficace en matière thérapeutique. Regardez pour le cancer. Aujourd'hui, Internet bruisse sur la rumeur de l'efficacité de l'ivermectine, du bleu de méthylène ou d'autres molécules, qui sont toutes des vieilles molécules. L'ivermectine a au moins 40 ans maintenant, le bleu 150 ans, et ainsi de suite. Et la médecine, par sa quête du brevet, du retour sur investissement, ne peut aller que vers des molécules chères et compliquées. Oui, puisque les molécules dont vous parliez, ivermectine, bleu de méthylène, elles sont dans le domaine public maintenant. Elles sont dans le domaine public et elles ne coûtent pas grand-chose. C'est au fond, l'autre chose que les gens ne réalisent pas, c'est que tous les industriels font la même chose. C'est ça qui est le plus surprenant.
On serait tenté de penser qu'il y a une compétition entre les industriels de droite ou de gauche, mais au fond, ils font tous à peu près la même chose. Là, on est dans la période de l'immunothérapie, donc le grand sujet, c'est les anticorps monoclonaux. Ils se sont tous mis à faire des anticorps monoclonaux qui sont facilement brevetables, et ils les lancent tous à peu près en même temps. Alors, ils les lancent sur les différentes pathologies, que ce soit le cancer, l'Alzheimer ou tout ce que vous voulez, et ce sont à peu près des molécules similaires. Donc il y a une forme de conformisme aussi au sein de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas d'émulation qui permet de favoriser justement la création, quelque chose de vraiment innovant. C'est extrêmement difficile d'être anticonformiste. Les industries se copient les uns les autres, les gens passent d'une boîte à une autre, ils parlent, même s'ils font des contrats de confidentialité, les gens se causent les uns les autres, et on arrive à une absence d'originalité. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sorti du quotidien. Et c'est pas facile. On s'est posé, et on s'est posé la première question, qui est probablement la plus violente. Pourquoi ça ne marche pas? Et ça m'a valu quelques problèmes institutionnels sur lesquels je passerai rapidement. Vous parlez de procès en hérésie. On ne dira rien. Vous avez été excommunié par l'institution. Non, j'ai jamais été condamné, mais ça a été d'une forte violence. Et on y laisse tous des plumes. Et au fond, on a réécrit le tableau, et on l'a réécrit de la seule façon dont on pouvait la réécrire, par la physique. Il y a des lois. Les lois, elles sont les mêmes pour tout, y compris le vivant, pour vous, pour moi. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Au fond, c'était relativement simple. Oui, c'est ça. Vous expliquez d'ailleurs finalement qu'il existe aussi des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, que notre grille de lecture, en tout cas actuelle, ne parvient pas à expliquer, donc des anomalies finalement face auxquelles la science est démunie, mais qui sont porteuses d'un enseignement et qui pourraient justement nous permettre de remettre en question le modèle, le paradigme scientifique en vigueur. Et vous revenez notamment sur le postulat qui veut que le cerveau soit le siège exclusif de la mémoire, de l'intelligence, de la conscience. Et vous donnez des exemples d'individus dont la vie se déroule normalement, malgré le fait qu'ils ont un cerveau d'une taille extrêmement modeste. Alors, si vous voulez écrire autre chose, il faut se rendre compte qu'il y a des problèmes et essayer de les localiser. Je vous donnais l'exemple avant du soleil qui tourne autour de la Terre, c'est évident que le soleil tourne autour de la Terre le matin. Je veux dire, si vous ne posez pas la question, ça semble évident. Mais quand vous regardez les planètes, alors là, vous êtes paumé. Parce qu'elles vont de droite, de gauche. Et planète, ça veut dire astre errant, parce que comme ça ne tourne pas autour de la Terre, de temps en temps ça va à droite, de temps en temps ça va à gauche. Donc on a essayé de chercher les preuves que notre vue du monde biologique, tel qu'on pressentait, n'était pas bonne, et qu'il fallait autre chose. Alors il y a plein de choses. Moi, une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le lithium. Le lithium, c'est un sel proche du sel de cuisine. Et on sait depuis les années 1880 que ça marche pour les grands dépressifs ou les maniaques. Allez m'expliquer comment un sel marche pour traiter les grands psychiatriques. On sait que ça marche, mais alors l'explication... Alors vous avez des papiers évidemment, mais c'est du bouki-boulga, quoi. Le bouki-boulga, c'est très bien pour allonger son CV, mais ça n'explique rien. Donc, comme disait l'autre, la science, c'est pas une idée puis l'autre. Comme une maison, c'est pas un tas de briques. C'est quelque chose de clair. C'est pas clair. Alors pour le cerveau, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai vu un patient qui avait une hydrocéphalie. Alors une hydrocéphalie, c'est quand, pour parler français, il y a de l'eau dans le cerveau et que ça pousse doucement et vous pouvez perdre jusqu'à 90 à 95% de votre cerveau. Et il n'y a qu'une fine lamelle de cerveau. La personne était normale. Je l'avais rencontré dans un cours dans une grande école. Je veux dire, il n'était pas neuneux, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effondrement des capacités cognitives proportionnel à l'effondrement, on va dire, de la masse cérébrale.
On peut perdre 50% de son foie, 50% de ses poumons, mais pas plus. On peut perdre un œil, habituellement même sans le remarquer. Mais par contre, on peut perdre 95% de son cerveau si ça se fait doucement. C'est l'organe, somme toute, le plus résilient qui soit. Oui, on parle de plasticité cérébrale souvent. Oui, mais et donc ces gens-là ont une vie quasi normale avec pratiquement pas de cerveau. Et il y a environ 600 cas dans la littérature de gens avec une hydrocéphalie. Évidemment, c'est des choses qui sont à bas bruit, doucement, ainsi de suite. Hein. Je vous dis pas qu'après un AVC, les gens sont totalement normaux. Mais alors, il y a des expériences qui ont été faites sur des petits vers qu'on appelle des planaires. Vers VERS, hein, qui vivent dans l'eau, et vous les dressez à prendre la troisième à droite et puis la deuxième à gauche pour être trouver la nourriture, et puis ces vers ont une forme de mémoire. Et puis, je ne sais pas comment, on s'est rendu compte que si on leur coupait la tête repoussait. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, c'est des choses qu'on sait depuis bien longtemps. Et ben, quand ils ont une nouvelle tête, ils se rappellent du chemin. Donc, la question qui va derrière, c'est, au fond, qu'a-t-on compris aux neurosciences? Ah oui, c'est cette expérience sur les planaires. En fait, on les entraîne d'abord à suivre un parcours assez tortueux pour les récupérer de la nourriture. Ouais. Ensuite, on leur coupe la tête. La tête, donc, repousse au bout de quelques temps et ils se souviennent du chemin exact et ils vont retrouver la nourriture. Avec de la nouvelle tête. Mais c'est la même chose, vous prenez des... Salamandre? Non, pas ça, salamandre, on peut pas lui couper la tête à elle. Mais vous prenez des chenilles, vous leur envoyez un courjus quand il y a une odeur, et elles foutent le camp à chaque fois qu'il y a l'odeur, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir le courjus. Ceci est totalement barbare. Et elle va se transformer en papillon. Quand elle se transforme en papillon, elle change de tête. Ça s'appelle une mue. Eh bien, le papillon, il va détester l'odeur qu'avait détesté la chenille. Avec la nouvelle tête. Et donc le nouveau système nerveux. Ouais. Donc, évidemment, si vous cherchez ce qui ne fonctionne pas dans le système biologique que l'on a, dont je vous parlais, le côté un peu ancestral, la question suivante, c'est où est le nouveau système? Comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? On a tout de même dépensé des dizaines de milliards à essayer de comprendre les neurosciences. Il y a eu plein de cartographies du cerveau qui ont été faites, il y a plein de choses qui ont été faites, somme toute, vues de loin et de près d'ailleurs, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Donc il y a peut-être une partie du puzzle que l'on a oublié de regarder. Et le fait de savoir si la conscience est issue ou non du cerveau, je crois que c'est ce qu'on appelle le difficile problème de la conscience, c'est ça concept qui a été mis en avant, je crois, dans les années 90 par le philosophe australien David Chalmers, The Hard Problem of Consciousness. Je crois que c'est Ok, très bien. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, c'est un postulat, parce que le consensus scientifique, finalement, c'est que la science est bien produite par le cerveau, la conscience est bien produite par le cerveau, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à démontrer pour le moment. C'est loin d'être clair. C'est loin d'être clair. Il y a plein d'arguments dont je vous dis, le premier, c'est tous les gens qui ont ce qu'on appelle en anglais people without brain, des gens sans cerveau. Les gens sans cerveau. Et les expériences sur les planaires pour penser que le cerveau ne soit probablement pas l'endroit unique de la conscience, mais un récepteur de quelque chose. Alors vous avez aussi un autre argument qui donne du crédit à cette hypothèse dans le livre, qui finalement là se rapporte à des personnes qui font l'objet de greffes cardiaques et chez qui on a pu noter des changements de comportement, de goût alimentaire ou de traits de personnalité qui se rapprochaient finalement de celles de leurs donneurs. Alors la littérature est relativement compliquée parce que en France, hormis quelques cas particuliers, on ne sait pas, celui qui est greffé ne sait pas d'où vient le greffon. Mais moi j'avais un patient qui avait une greffe cardiaque, qui me disait qu'il avait tout le temps mal au thorax et qui m'a dit qu'il savait, je ne sais pas comment, que la personne qui était morte, donc qui lui a donné le greffon, était morte dans un accident. Est-ce que c'est ça ou pas? Les études en Chine, où somme toute les protocoles ne sont pas de la même nature, où ils font une analyse entre greffon et greffé, et ils voient qu'il y a une partie de changement du comportement de la personne qui a la greffe, donc le greffé, qui est lié au greffon.
Tout ça pour dire que le problème de la conscience, le problème de l'intelligence est loin d'être aussi simple comme ce qu'il est perçu actuellement. Il est peut-être d'une autre nature que ce qu'on nous dit, et il est temps peut-être d'amener d'autres éléments à la discussion. Alors, justement, c'est finalement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, ce changement de vision que vous appelez de vos voeux, ce changement de paradigme scientifique, pour vous, il implique nécessairement de revenir, d'étudier en fait l'origine de la vie sur Terre, pour comprendre justement ces lois physiques qui régissent les organismes vivants. Et vous dites que d'un point de vue physique, la vie n'est pas un accident, mais qu'au contraire, elle devait nécessairement apparaître. Vous dites que la vie, en fait, était un impératif thermodynamique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Simplement et clairement, c'est ça? Si possible, de préférence. Voilà. Je reviens à ce que je disais au début. Quand vous avez un cancer, ou pas, enfin pas vous, mais c'est une forme d'explosion de vie. Il se passe un nouvel organe créé, et c'est un volcan. Et au fond, ce qu'on a compris sur le cancer, c'est que cette création de la vie dans le cancer était liée à un phénomène électronique. C'est les électrons qui ne vont pas être liés à l'oxygène dans la combustion et faire du gaz carbonique et de l'eau, qui entraînent les voies de synthèse et qui sont responsables du cancer. Et la vie, c'est la même chose. Vous avez à l'intérieur de la Terre des corps réduits, riches en électrons, parce que le fer et le nickel qui sont au cœur de la Terre, ils sont plus lourds et ils sont pleins d'électrons, qui vont vers la surface où il y a l'oxygène. Donc ça part du noyau de la Terre et ça remonte. Et ça remonte. Et en remontant, ça entraîne des réactions chimiques qui sont toujours les mêmes et qui sont probablement à l'origine de la vie. Et au fond, la vie n'est pas un accident, le doigt de Dieu ou je ne sais quoi, mais c'est un phénomène probablement chimique simple qui met toujours en jeu ces électrons qui remontent de la profondeur de la Terre sous la forme des fumeurs noirs, vous savez, oui, ce sont ces volcans sous-marins. Sous-marins qui crachent des électrons et des protons. Donc c'est une espèce de fuite. En fait, vous comparez le noyau de la Terre à une gigantesque batterie. C'est ça. Et donc ces électrons, en fait, ils fuitent notamment, enfin ils profitent d'une brèche, on va dire, au niveau de ces fumeurs noirs, donc ces volcans sous-marins. Et vous retrouvez dans tous ces volcans toutes les molécules compliquées qui font l'origine de la vie. Et chaque fois qu'on regarde les molécules Donc ces molécules compliquées, ce qu'on appelle les briques de la vie, sont des nucléotides, des acides aminés, des protéines. Mais vous les retrouvez dans les volcans, vous les retrouvez dans parce que vous avez des électrons, et les électrons, quand ça entraîne une polymérisation, et c'est toujours la même chose. Et ça a été refait au laboratoire, à droite, à gauche, et l'ensemble des briques du vivant est un phénomène électronique. La question après, c'est comment tout ça s'assemble, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, et cette partie n'est pas finie. Vous avez vous dites que finalement le scénario de la vie, pour résumer, c'est des électrons qui vont réduire le gaz carbonique pour former les molécules de la vie, donc c'est sucre, lipides, etc., oui. Nucléotides. Vous dites que c'est de la chimie finalement assez simple. C'est de la chimie somme toute assez simple et qui a été largement reproduite au laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, si les facteurs nécessaires à l'émergence de la vie sont réunis, donc des électrons, du carbone et de l'eau, en fait, c'est-à-dire que la chimie, vous dites, bascule vers la complexité et s'organise de manière spontanée, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on voit dans le cancer, où les électrons ne viennent pas du centre de la Terre, mais viennent de l'alimentation, du glucose et ainsi de suite, et va entraîner ces polymères qui s'appellent les lipides, les acides nucléiques et tout ce que vous voulez, qui forment la vie. C'est le même phénomène. À part que l'origine des électrons, pour l'origine de la vie, c'est la batterie terrestre, et pour le cancer, c'est l'alimentation. Ça revient au même, c'est le même genre de logique. D'ailleurs, vous donnez une phrase du prix Nobel de médecine Albert Szent-Györgyi, qui est la suivante: la vie n'est rien d'autre qu'un électron qui cherche un endroit où se reposer. Oui, et il avait raison. Et tout ça a été écrit et réécrit dans les années 60-70.
et progressivement confirmé au laboratoire. Ce que j'essaie de faire, c'est de la vie quelque chose de simple et pas un miracle compliqué. Chaque fois que vous lisez les livres sur la vie, on dit que ceci peut se faire, ceci peut se faire aussi, et vous faites un grand laps de temps de 500 millions d'années, 1 milliard d'années, et vous dites qu'au bout, vous avez la vie. C'est ça qui est écrit. Alors que c'est très probablement un phénomène électronique qui n'est pas différent de ce que nous voyons dans le cancer. Parce que les électrons, qui soient d'origine terrestre ou qui soient d'origine alimentaire, c'est des électrons et c'est la même chose. Dans un cas, vous avez une polymérisation du vivant dans la vie, et dans l'autre cas, vous avez la tumeur, mais biochimiquement, c'est très proche. Qu'est-ce qu'on appelle une polymérisation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière assez simple? Le carbone, il peut être tout seul, ou avec une forme de gaz carbonique. Hein. Donc vous avez un carbone et 2 atomes d'oxygène. Mais si vous avez des électrons qui arrivent, eh ben le carbone va se lier à d'autres carbones. Et si carbone, ça s'appelle le glucose, ça s'appelle le sucre, et ainsi de suite. Toutes les molécules complexes ont une ossature carbonée. Pour que cette ossature carbonée qui fait la vie se mette en place, il vous faut un potentiel redox, pour parler techniquement, il vous faut les électrons. C'est-à-dire que ces électrons, ils utilisent l'oxygène pour oxyder ces... Non, rentrez pas dedans, parce qu'on va perdre tout le monde, mais il vous faut des électrons si vous voulez polymériser le carbone. Et que ce soit les acides gras, que ce soit le glucose, que ce soit les acides nucléiques, ainsi de suite, c'est toujours des polymères de carbone. Vous êtes fait de carbone et d'eau. Et donc en fait, pour vous, votre hypothèse, c'est que le cancer nous guide quant à l'origine de la vie. Finalement, il nous renseigne sur le fonctionnement du métabolisme primitif, le métabolisme des premières cellules, des premiers organismes vivants, en fait, qui fonctionnent de la même façon que le cancer aujourd'hui. Si vous voulez, on a fait... Les physiciens ont beaucoup travaillé sur l'origine de la vie. Enfin, il y a eu des papiers et des papiers. Ils n'ont pas pensé au cancer comme une forme de métaphore de l'origine de la vie. Et au fond, c'est une nouvelle vie qui se crée dans un corps, une vie qui va tuer. Et cette nouvelle forme de vie a, avec l'origine de la vie qui nous a formés, nous, puis le reste de l'existence, beaucoup de points communs. Oui, c'est je crois que vous dites qu'en fait, le cancer fonctionne sur un cycle de Krebs inversé, qui était le fonctionnement qu'utilisaient les organismes primitifs à l'origine de la vie pour se développer. Vous m'avez lu, je vous remercie. Et vous l'aviez rappelé tout à l'heure, mais effectivement, donc ce que vous soulignez, c'est que toutes ces maladies chroniques, en fait, elles ont une synthèse. On voit qu'il y a une synthèse excessive, une production anormale de matière. Donc pour le cancer, finalement, vous l'avez dit, c'est la prolifération de nouvelles cellules. Pour Alzheimer, ça va être l'accumulation de plaques, de plaques amyloïdes, en fait. Donc, origine de la vie, polymérisation du carbone, maladie, dans toutes les maladies, vous avez cette polymérisation du carbone. Vous avez vous passez en synthèse. La cellule va se diviser en 2 cellules, ça s'appelle le cancer. Dans l'Alzheimer, vous allez avoir des dépôts. Quand vous avez une inflammation, vous allez avoir une CRP qu'on dose facilement dans les prises de sang, qui est sécrétée, ainsi de suite. C'est toujours la même chose. C'est toujours des polymères de carbone. C'est toujours la même chose. Donc, si vous comprenez l'un, vous comprenez les autres. Et si vous avez le traitement d'une maladie, vous avez le traitement de toutes ces maladies. C'est ça qui est en train de se jouer. Dans le moment de dépression dans lequel est la société, il y a aussi des moments d'espoir. Et il n'est hautement probable, sûr évidemment que non, qu'on va aussi trouver, si on se donne la volonté, le traitement de toutes les maladies. C'est ça que j'ai en espoir. Mais pour ça, il faut faire les essais, il faut la volonté de tout ça, et ça devient un problème plus politique que moi, je ne sais pas gérer. Oui, puisque on en avait parlé la dernière fois, mais c'est les essais cliniques que vous appeliez de vos vœux sur le protocole mis au point par vos soins avec le bleu de méthylène, hydroxycitrate et acide lipoïque. Malheureusement, vous n'avez pas pu, enfin les institutions n'ont pas voulu lancer ces essais. Pas pu, pas voulu. C'est un problème politique. Mais il y a énormément de gens qui prennent ces traitements. Avec l'arrivée de l'ivermectine sur Internet, c'est impressionnant.
Après, tout ceci est hors les clous et se fait de façon olé olé. Donc finalement, si je comprends bien, en fait, la clé de la guérison des maladies, en fait, pourrait consister à un rééquilibrage, en fait, à rééquilibrer les flux électroniques dans notre organisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça semble assez très probablement correct. Si vous voulez, grosso modo, la médecine telle qu'on l'a connue, pour parler du cancer, on palpe une masse dure, ok, c'est à un certain niveau. Puis au niveau suivant, c'est la cellule qui se divise en deux, puis c'est les voies métaboliques. Et ils sont pas allés à l'électronique. L'électronique, c'est compliqué, c'est de la physique quantique, c'est une autre forme de logique que les biologistes ne maîtrisent pas. Et ce qu'on a compris, c'est que la clé, voire ou une des clés, hein, elle est au niveau de la physique quantique, et que au fond, si on regarde les choses proprement, ces clés ouvrent l'origine de la vie, le cancer, les maladies et probablement la conscience. Oui, vous dites que ce sont les mêmes lois qui expliquent nos origines et les maladies qui nous minent. Hein. Il y a des lois physiques qui vont de l'origine de la vie au fonctionnement de nos cellules et aux maladies. Oui. Alors d'ailleurs, finalement cette approche, cette vision de flux électroniques, de rééquilibrer les flux électroniques, ça fait penser à une approche aussi qu'on retrouve dans les médecines anciennes, notamment l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise, où on a aussi cette approche énergétique finalement de la maladie, où on considère finalement que la maladie elle est liée aussi à une mauvaise circulation des énergies dans le corps. Hein. Il y a un petit parallèle là. Oui, mais vous savez, c'est comme tout. C'est une illusion de se croire les premiers. L'origine de la vie, comme l'électron qui veut se reposer, dit Bhaswan Georgi, et je sais pas si d'autres l'avaient dit avant, mais tout ça n'est pas neuf. Je lisais Lavoisier, et Lavoisier, qui meurt pendant la Révolution française, écrivait déjà les problèmes des atomes, de la chaleur, et ainsi de suite. Il n'avait jamais vu les atomes. Donc que d'autres aient pensé à la même chose avant, c'est plutôt rassurant. Que vous ayez les méridiens et que vous piquiez, que vous changiez vos paramètres électroniques, très bien. Que d'autres, comme Vincent ou Gernèse, aient pensé à ce genre de choses, évidemment. On n'est jamais qu'un long chemin. Et puis d'autres après nous suivront. Alors vous consacrez aussi un chapitre très intéressant du livre au rôle de l'eau, qui est omniprésente dans nos cellules. Et alors vous expliquez que l'eau constitue un support structuré capable de stocker, de transmettre et de transformer de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, la première chose, jusqu'à présent, tout ce qui était sur les maladies était testable. C'était relativement facile à faire. Comme je vous disais avant, prenez des cellules tumorales, vous leur mettez du bleu, vous mesurez la respiration, vous mettez de l'ivermectine, vous regardez la tête qu'elles ont, éventuellement vous l'injectez aux souris. Donc vous avez des tests. Là, on sort de ça. On n'a plus de tests, on ne peut plus que parler de ce que l'on pense être vrai, dont je n'ai pas de certitude. On ne peut pas tester que la mémoire vient de l'eau facilement. Je ne sais pas comment le faire, et ça n'a jamais été fait. Donc c'est une vision. Mais comme tout dans la vie, il faut commencer par avoir une vision. Et la vision, elle n'est même pas de moi. D'autres sont passés par là avant, à commencer par mon maître, le professeur Montagnier, ou Marc Henry, dont je parlais plus avant, et d'autres avant eux. Pas Jacques Benveniste aussi. Oui, bien sûr, il y en a eu plein. L'eau, c'est 99% des molécules qui nous constituent. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est la molécule oubliée dans les bouquins de médecine ou de biochimie. On ne parle jamais de l'eau. D'ailleurs, c'est 99%, vous dites que c'est la même chose, c'est la même proportion à peu près pour un concombre. Hein. Oui, c'est la même chose pour un concombre. Oui, mais ça veut tout dire. Et c'est la même proportion à peu près pour tous les animaux. Et il y a des constantes dans la vie, par exemple la teneur en sodium, en potassium et ainsi de suite, c'est une constante. Et c'est ce genre de choses que nous avons regardé. Si c'est une constante, c'est une loi de physique. Quand vous avez des constantes partout, c'est que vous avez affaire à une loi de physique. Et c'est en regardant les constantes qu'on déduit les choses.
Le génie, je vais faire 2 secondes en aparté. Le génie d'Einstein, c'est de comprendre que la vitesse de la lumière est constante. D'autres l'avaient mesuré avant, mais il comprend que même si on se déplace, c'est toujours une constante. Donc il y a la relativité qui va sortir. Et nous avons devant nous plein de choses que la médecine ne comprend pas, mais dont on sait que c'est vrai. Je vous parlais du lithium avant pour prendre que cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, ou des gens qui n'ont pas de cerveau, ou pratiquement pas, et qui pensent. Et vous avez des constantes partout en biologie qui sont les mêmes. Je m'étais amusé, mais j'étais jeune, j'avais un kleps, un chien que j'aimais bien, et j'avais fait une prise de sang dans des bacs d'internat aux chiens, qui n'avaient pas beaucoup apprécié d'ailleurs, et j'avais envoyé ça au moment où il y avait les internes de garde qui faisaient la biochimie pour voir s'il y avait... Vous savez, ces blagues de potache, et ben, les résultats de la prise de sang de mon chien, qui s'appelait Lucky, était très très similaire à celle d'un être humain. Ce sont des constantes. Et ces constantes veulent dire des lois de physique. Ah, pour revenir un instant sur l'eau, vous dites aussi d'ailleurs que donc ce lien entre eau et information, vous parliez du professeur Montagnier, vous rappelez l'expérience qu'il a faite justement sur la mémoire de l'eau, et vous dites qu'on pourrait coder dans une goutte d'eau de 1 cm3 pas moins d'1 million d'êtres humains, ce qui revient finalement à dire que l'humanité entière pourrait être codée dans 6 litres d'eau. Oui, tout ça, c'est des calculs qu'a fait Marc-Henri. Il est très probable qu'il y a de l'information dans l'eau. Et je reviens, c'est pour ça que les problèmes des gens sans cerveau est intéressant. Ou des planaires, c'est où est l'information. Si vous comprenez que si vous coupez la tête à une pauvre bête, la tête va repousser et qu'elle va se rappeler des choses, où est passée l'information? Et le plus probable, c'est qu'elle est passée dans l'eau, dans le corps, ou à l'extérieur. On n'en sait rien. Et après, se pose la question de qu'est-ce qui informe l'eau? Alors, je ne vais pas rentrer dans les domaines de cohérence, c'est indigeste en vidéo comme ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'informe l'eau? Et une des vraies questions, ou une des questions fondamentales, ça s'appelle un renversement de paradigme. Nous, on nous a éduqués en tant que médecins ou qu'êtres humains que la matière était tout. Nous sommes matière, on se regarde et on se voit en matière. Or, on sait très bien que cette table ou autre chose, c'est 99 et avec des 9 derrière % de vide. Et c'est totalement contre-intuitif. Donc normalement, on ne devrait pas l'avoir sous une forme solide. Non, c'est du vide. Quand vous avez, pour un noyau d'hydrogène, si l'hydrogène est sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'électron est sur le périph'. Tout le reste, entre-temps, c'est du vide. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Mais alors, juste une question, c'est-à-dire que nos yeux nous trompent, nos sens nous trompent alors? C'est nos sens voient un aspect partiel de ce que nous sommes. Et c'est là où il y a un deuxième ou un autre changement de paradigme, c'est qu'est-ce que nous sommes vraiment? Et ça, c'est une des vraies lueurs d'espoir que j'essaie de mettre sur la table. Au fond, on est dans une société où tout est bloqué. On allume les informations, on regarde Twitter ou ce que vous voulez, et c'est de quoi déprimer un peu plus tous les soirs. Et au fond, on étouffe. Et il y a probablement une autre façon de voir le monde. Et c'est ça que j'essaie d'amener sur la table. Une autre façon de voir le monde qui peut nous être amenée par la physique, par une recompréhension du vivant. Et c'est ça que j'aimerais amener. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est pas pour vendre des copies, très bien si ça se vend, mais c'est pas mon sujet. Vous êtes déjà millionnaire de toute façon, donc milliardaire, disons-le carrément. Non, mais ok. Mais tout de même, le seul milliardaire qui roule en Dacia. Je viens d'acheter une Dacia qui a 15 ans d'âge. Mais ok, revenons. La société étouffe.
il n'y a pas d'espoir. Je veux dire, c'est glauque partout. Enfin, vous le savez comme moi, on le sait tous. Et moi, ce que je voudrais, c'est ouvrir une forme d'espoir. Et ouvrir une forme d'espoir, c'est, à mon avis, mais c'est un point de vue personnel. D'autres peuvent avoir des avis complètement différents. C'est que la conscience prédate le corps. On n'est pas que matière, on est aussi vibration. Oui, c'est ça. Ça, c'est une des notions clés aussi de votre livre. Cette notion de fréquence, de vibration. Je vous parle des électrons qui ont créé la vie. Les électrons, c'est des ondes. C'est à la fois une onde et un corpuscule, mais c'est aussi des ondes. C'est des vibrations. Et la mémoire de l'eau, c'est purement une histoire de vibration. Ça, c'est ce que la physique quantique nous a appris, justement. Onde, vibration, enfin, le fait d'être à la fois une onde et un corpuscule. Oui, enfin, c'est même avant la physique quantique. Mais ce que la physique nous explique, c'est que l'eau peut s'organiser en mode de vibration et que cette vibration vient probablement du vide. Oui, c'est ça. Vous dites en fait que les molécules d'eau, elles peuvent soit agir toutes seules, mais elles peuvent aussi finalement se coordonner et agir un peu comme un orchestre en fait, qui va se mettre à l'unisson pour former une symphonie. Oui, c'est ça. Et que le chef d'orchestre là-dedans, il est probablement vient du vide, du vide qui n'est pas le néant. Ce sont des théories qui sont très en vogue en physique, qui sont peu médiatisées, qui est au fond ce que disait Wheeler, it from bit, c'est-à-dire que nous sommes formés d'informations, que cette information, elle vient quelque part d'ailleurs. Et vous pouvez entrer dans tout ce que vous voulez comme mysticisme, qui moi n'est pas le mien, mais on doit réécrire fondamentalement la biologie. On doit comprendre si on veut survivre. Sinon, on va s'étouffer avec... On voit bien que le monde de la médecine patine, et c'est qu'en réécrivant la biologie de A à Z qu'on va y arriver. Comme en 1920, ils ont fait apparaître la physique quantique, et qu'elle est devenue totalement évidente à tout le monde quand il y a eu la bombe atomique ou les ordinateurs, il y a une nouvelle biologie qui doit venir, une nouvelle compréhension du monde, et remettre sur la table les vieilles questions de la vie après la mort, de l'âme, enfin des questions qui sont tout sauf idiotes. Vous disiez que finalement la vie peut être comprise comme une organisation d'information en fait, hein, et donc qui repose sur cette interaction entre l'eau et le vide. Est-ce qu'on a des pistes pour savoir quel est le rôle joué par ce vide justement dans l'information, en matière d'information en fait? Non, tout ça est encore... Moi, on me l'a appris, je veux dire, c'est des choses que je ne savais pas. On a tous l'idée que le vide est le néant. Ok, très bien. Enfin, n'empêche que la lumière passe à travers, et que quand on sait maintenant qu'il y a des forces dans le vide, et que le vide est probablement un état de vibration le plus faible possible. Et tout ça bouge beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il y a des photons qui sortent, et il est tout à fait possible que ces photons, soient là, informent l'eau, et que dans un deuxième temps, l'eau informe le cerveau. Alors est-ce que vous partagez dans votre livre aussi quelques réflexions d'Einstein? J'en ai noté quelques-unes, notamment celle-ci. Einstein qui disait « Ce que nous avons appelé matière est une énergie dont la vibration a été abaissée au point d'être perceptible par les sens. La matière est l'esprit réduit au point d'être visible. Il n'y a pas de matière. » J'essaie simplement d'arriver à remettre les grosses questions sur la table, qui sont probablement plus simples qu'il n'y paraît. Ça va de l'origine de la vie, à l'unité des maladies, à le fonctionnement des fonctions supérieures. Il faut à un moment s'avouer qu'on n'a pas compris et qu'il faut retourner au tableau noir, comme on disait quand j'étais à l'école. Maintenant, il n'y a plus de tableau noir. Il n'y a plus d'école maintenant. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Vous parliez d'ailleurs des grandes questions, ces questions existentielles qu'on se pose depuis très longtemps. Vous parlez d'ailleurs de cette question de l'âme. Alors, vous vous rappelez que pour les anciens,
l'âme était immortelle, hein, c'était quelque chose qui persistait après la mort. Est-ce que cette hypothèse de la survie de l'âme après la mort, elle est plausible justement au regard des recherches en physique notamment? J'aimais bien, d'une certaine façon, faire la recherche sur le cancer. Parce que quand j'avais des idées, je pouvais les tester. Et je ne parlais que quand j'avais testé. J'étais sûr de ne pas dire de bêtises. Ok, c'était simple. C'est plus confortable. Il fallait trouver un peu d'argent, des labos avec qui travailler, mais c'était relativement simple. Là, au fond, je ne connais personne qui soit mort et qui soit revenu. Et je pense que les autres non plus. Pour l'instant. Pour l'instant. N'empêche que tous les gens qui ont un syndrome de mort imminente, ils racontent tous à peu près la même chose. Et j'ai eu 2 patients qui m'ont raconté à peu près la même chose. Et il y a des études, surprenamment, mais il y en a même pas mal, qui sont faites sur des dizaines de cas de gens qui font un syndrome de mort imminente. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que c'est justement une expérience de C'est mort? un arrêt cardiaque sur une table d'opération, par exemple. Les gens décrivent une sortie de corps. Et ils décrivent qu'ils voient ce qui se passe dans la pièce, qu'ils entendent. Alors, il y a une patiente à qui qu'on intube et qui ne retrouve pas son dentier après qu'elle soit revenue et qui dit à l'infirmier que c'est l'infirmière qui a 25 ans qui l'a pris dans sa poche. Enfin, des trucs dont on ne sait jamais si c'est vrai ou pas, mais vous en entendez tellement que vous pensez qu'à la fin, il y a une forme que c'est pas loufoque. Et vous avez plein de choses comme ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées sur ces phénomènes depuis plusieurs décennies, notamment aux États-Unis. Alors vous savez, les gens qui se veulent rationnels, qui vous expliquent que c'est la même chose que de prendre du LSD, ou des crises d'épilepsie. Ah oui, une espèce de feu d'artifice de neurotransmetteurs. Ça, c'est généralement l'explication que donnent les scientifiques. C'est l'explication qui se veut rationnelle. Mais au fond, on n'en sait rien. Moi, tout ce que j'aimerais... Je suis à la fin de ma carrière, je viens de prendre ma retraite. J'aimerais juste laisser les questions. Et les questions, elles sont là. Et au fond, elles ne sont même pas vues par les gens comme cruciales. Les gens, par exemple, qui n'ont pas de cerveau ou pratiquement pas de cerveau, c'est tout d'un coup, quand j'ai vu un malade, que je m'en suis rendu compte. Moi, j'ignorais que ça existait, ces trucs-là. Le lithium, j'avais pas pensé qu'un simple sel suffisait à calmer les bipolaires. Enfin, je le savais comme tout médecin, mais ce genre de choses, vous avez une liste que je fais dans le bouquin d'anomalies qu'on comprend pas, qui impliquent une nouvelle compréhension du vivant. Je crois qu'il faut faire émerger un discours autre. Il y a plein de gens qui disent des choses, qui voient des choses, qui n'ont pas tous fumé la moquette et qui probablement ont plein de choses à nous raconter. Parce que ça reboucle aussi finalement ce que disait Einstein, hein, que vous retranscrivez dans le livre. À un moment, Einstein dit que pour lui, l'être humain fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. Mais lui, il pense qu'en réalité, cette illusion, c'est une séparation. Il n'existe pas... Cette séparation est une illusion, pardon. Donc là aussi... Vous savez, c'est comme toujours. Les gens aiment bien les choses carrées, claires, nettes, précises. En tant que cancérologue, c'est 2 comprimés de ceci et 3 comprimés de cela. Et là, on ouvre les portes. Il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé dans le bouquin, y compris du xénon, qui est un gaz totalement inerte, qui réagit avec rien et qui anesthésie les gens. Encore une idée, encore un truc, on comprend pas. Et ainsi de suite. Et à un moment, il faut tout remettre sur la table. Il faut se donner le courage d'oser se poser des questions. À mon avis, ça finira par le fait que nous sommes des vibrations aussi. Pas que. On a aussi une nature matérielle. et que possiblement la part vibratoire peut se maintenir, on n'en sait rien. C'est pas impossible qu'il y ait une vie après la mort. Donc ce serait à ce moment-là cette part vibratoire qui correspondrait à ce qu'on appelle l'âme alors. On a cherché l'âme, vous savez, ils ont pesé les cadavres juste avant la mort, juste après la mort, pour trouver s'il y avait l'âme ou pas. On l'a jamais... 21 grammes, j'avais entendu. Oui, c'est ce qu'on racontait. Ça se voit au musée à Turin, il y a encore les tables où ils le faisaient.
Je pense que tout ça doit se reposer comme question. On n'aura pas la réponse. Je ne vois pas comment on peut tester les choses, mais ça vaut la peine d'être testé. Et il faut qu'au fond, on puisse remettre du rêve dans la société. On rêve pas assez, on est beaucoup trop sérieux, et voilà. Ouais, vous parliez de la nécessité de revenir aux grandes questions, notamment la vie après la mort. Mais on a l'impression que finalement, la mort, c'est un sujet qui terrifie, qui terrorise finalement beaucoup de nos contemporains aussi. Finalement, que ça entraîne une peur panique, une peur phobique. On a pu le voir, par exemple, pendant l'épisode de la crise sanitaire du Covid. Oui, mais c'est peut-être mieux après. Allez savoir. Je pense qu'une des choses qu'il faut enlever, c'est la phobie de la mort. Toutes ces gens qui ne font pas ceci, ne font pas cela, de peur d'attraper je ne sais trop quoi. Je veux dire, il y a un moment, ça devient dingo, quoi. Ah, il y a une forme d'hygiénisme poussée à l'extrême. C'est dingo. Ok, très bien, pas fumer, pas boire, ou boire avec modération. Ok, très bien, mais je veux dire, à un moment, les peurs deviennent complètement irrationnelles. Ben là, on est quand même dans une vision justement très pasteurienne de la chose à ce moment-là. On s'intéresse pas tellement au terrain. Enfin, on peut avoir un terrain justement qui fait qu'on va pas tomber mais malin. Je pense qu'il faut d'une certaine façon se réconcilier avec la mort. Ça fait partie des choses qui nous arrivera à nous tous. Que se réconcilier avec la mort pourrait nous permettre de nous réconcilier avec la vie aussi. Bien sûr, c'est bien dit. Il faut se réconcilier avec la mort pour arriver à vivre. Pour embrasser vraiment la vie. Bien sûr. Et il faut se redonner une forme de courage de vivre. Est-ce qu'on n'est pas une société aussi, justement, où cette notion de courage, elle s'étiole petit à petit, une société où finalement il y a peut-être moins de courage qu'auparavant, ou qui s'exprime de manière différente? Non, il y a une question de normes. C'est comme on n'a plus le bon Dieu auquel les gens croient, et qu'il faut bien structurer la société, on a tout normé. Oui, vous dites qu'il y a une multiplication des normes de la part de la bureaucratie, mais pour justement finalement tenter de réguler une société qui est de plus en plus désorganisée. Oui, alors ça nous amène à l'entropie, mais voilà, je vous vois arriver. Avec mes gros sabots. Mais je vais juste dire un mot là-dessus. La société, je reviens sur l'analogie du cancer. Le cancer est donc une explosion de vie, mais aussi une analogie du bordel ambiant. Les cellules, tout d'un coup, se désolidarisent les unes avec les autres. Elles commencent à métastaser, à partir, et se créent de nouvelles structures, qui s'appellent les métastases, et ainsi de suite. Et dans la société, c'est la même chose. La société est en train de se désorganiser. Les liens familiaux sont obsolescents. Les liens professionnels, les gens font des CDI et puis partent ailleurs en envoyant leur DEM pour partir le plus vite possible. Bah, vous avez aussi beaucoup de gens qui n'ont même pas de CDI finalement, qui sont auto-entrepreneurs. Enfin, je veux dire, il y a une forme d'instabilité professionnelle qui est partout, et vous avez en même temps la création de nouvelles structures. Ça me rappelle l'analogie de la casserole qui bout. Quand vous avez une casserole et que vous la mettez sous le feu, comme à la cuisine chez vous ou ailleurs, vous tournez surtout chez moi, je cuisine. vous tournez le gaz, ça chauffe, les molécules d'eau se dissocient les unes des autres et se créent de nouvelles structures, les bulles, les tourbillons et ainsi de suite. C'est la même chose dans la société. Il se crée actuellement une dissociation sociétale. On n'a plus aucune stabilité, même amicale ou ainsi de suite. Et Internet apparaît, l'intelligence artificielle, des conflits, et ainsi de suite. Tout ça, ça a des lectures physiques, mathématiques assez simples. Cette métaphore de la casserole qui bout, en fait, ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Enfin, Oui, alors je peux vous le faire Prigogine et tout ce que vous voulez avec le prix Nobel derrière, mais je veux dire, il faut tout de même rester digeste pour les gens. Mais la difficulté ambiante, la peur ambiante et la déstructuration ambiante, ça s'explique là aussi par de la physique. Et on comprend bien qu'il faut, pour que la casserole ne bout pas, il faut diminuer la température. Pour que le cancer ne se développe pas, il faut pas qu'il y ait trop de nourriture qui arrive. Donc diminuer la quantité d'énergie, on revient finalement à cette notion d'énergie. Qui arrive, et pour la société, il y a beaucoup trop d'énergie qui arrive, qu'on appelle l'argent dans ce monde-là. D'accord. C'est ça qui déstructure tout le reste. Les flux économiques et financiers.
Ouais, et privilégier les circuits courts et consommer moins et ainsi de suite. Enfin, c'est juste que du raisonnable tout ça. Hein. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, donc toujours sur cette notion d'entropie, c'est qu'en fait, le monde moderne, il accélère, en accélérant l'évolution, finalement, il déstabilise la société qui doit sans cesse finalement s'adapter, se réorganiser et qui, en réalité, finit par s'épuiser. Cette évolution permanente, finalement, elle nous nuit en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc il faut calmer le jeu. Et Ralentir, calmer le jeu, c'est diminuer les flux économiques. Vous donnez quelques mesures de bon sens, effectivement, qui s'inscrivent dans cette forme de tempérance énergétique. Donc c'est ça, circuit court, vous en parliez. Arrêter de maltraiter l'environnement, diminuer l'utilisation des pesticides, c'est-à-dire protéger aussi notre sol, notre eau, notre air. Rien que du bon sens. Vous avez l'impression que la société, justement, qui a laissé ça de côté, est devenue folle, en quelque sorte. Enfin... Les gens sont paumés. Il n'y a plus d'espoir. Dans le temps, il y a toujours eu des moments de difficulté dans les sociétés, on pouvait partir ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ailleurs. Je suis allé à Abu Dhabi avec ma femme pour un congrès. Je veux dire, c'est comme Paris. Hein. Je veux dire, le soleil en plus. Je veux dire, c'est exactement les mêmes sociétés. Et Hong Kong, c'est la même chose. Il n'y a plus d'ailleurs. Donc, on se retrouve coincé, oui, étouffé, uniformité, bien sûr. Et au fond, moi, ce que j'essaye, c'est d'ouvrir autre chose. On ne se comporte pas de la même façon s'il y a une âme. On ne se comporte pas de la même façon s'il y a une forme d'espoir d'autre chose. Les sociétés, je veux dire, tout le monde dit du mal de Big Pharma, mais s'ils pouvaient faire des médicaments efficaces, ils le feraient. Ils se sont juste complètement perdus. Et quand ils se sont perdus, ils font tourner la machine comme ils peuvent pour survivre. Ils sont en pilote automatique aussi, en quelque sorte. Oui, bien sûr, ils font tous la même chose. Et puis à un moment, c'est le mur. Parce que vous parlez aussi d'une crise des valeurs, hein, finalement d'une crise métaphysique aussi, puisque vous parliez de la notion de transcendance. Là, en fait, on a une perte du sacré aussi, notamment en Occident, avec un recul de la religion ces dernières décennies, qui malgré tout finalement a apporté aussi une certaine structure, un certain sens qui permettait aussi une certaine cohésion dans la société. Vous avez toujours deux paramètres. L'énergie qui rentre dans la société et les contraintes. On a mis de plus en plus d'énergie qui, dans la société, s'appelle de l'argent, et les contraintes ont sauté, et tout explose. Donc il faut remettre un cadre quelque part. Et le seul cadre qui est possible est un cadre intelligent. Alors on fait une proposition, d'autres en feront d'autres, ça marchera pas. Ça m'éloigne de mon domaine d'origine qui est le cancer, mais au fond, vous l'avez bien compris, le raisonnement est le même. C'est le même raisonnement entre l'origine de la vie et le cancer qui émerge. C'est le même raisonnement entre la désorganisation d'un tissu lacéré par des cellules tumorales et la société qui est lacérée par la folie ambiante. Voilà tout ce que moi je peux apporter. Oui, vous dites aussi d'ailleurs que... Enfin, vous dites que dans des dîners parisiens, parfois vous posez la question... des questions liées finalement au sens de la vie et parfois on vous répond le bonheur est une réponse qui n'est pas celle que vous attendiez. Je sais que quand je suis dans des dîners parisiens, j'aime pas du tout les dîners, mais de temps en temps il faut que je le fasse. Quand je pose toujours la question de quel sens de la vie, on me répond le bonheur, ce qui m'énerve parce que le sens de la vie, c'est pas le bonheur. Et alors je demande, est-ce qu'il y a de la vie à la surface de l'électron? Ce qui est sûr d'être une question où les gens ont habituellement peu d'opinion. Est-ce que l'électron est heureux d'ailleurs? Voilà. Il y a un monde qu'on ignore totalement. On a, ce que disait Einstein, ou disaient les autres, c'est au fond, on a compris 1% du tableau. On n'a certainement pas compris grand-chose à la façon dont on fonctionne. On n'a pas compris comment ça marche. Est-ce que nous, on a quelque chose à apporter? J'espère que oui. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
dans un domaine où je ne peux pas tout contrôler comme je peux contrôler pour le cancer. Et ça, le temps triera. Mais à un moment, il faut arriver à remettre les choses sur la table. Mais quand vous parlez finalement de la nécessité de ralentir, de dépenser moins d'énergie, ce qui fait écho d'ailleurs, je crois, au philosophe allemand Hartmut Rosa, hein, qui est un petit peu sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire. En fait, vous précisez quand même, parce que on pourrait, certains critiques pourraient dire que finalement vous prônez une forme de décroissance, mais vous précisez qu'il y a un équilibre quand même subtil justement entre diminution de notre consommation énergétique et un retour qui serait peu souhaitable à l'âge de pierre, voire à une espèce de régime autoritaire sous couvert d'écologie. Vous êtes assez nuancé là-dessus, hein. Réduire l'énergie, oui, mais pas à n'importe quelle condition non plus. Je touche à mon incompétence. Moi, ce que je peux faire, c'est remettre certains sujets sur la table. Comment on peut faire en pratique ? Je ne sais pas comment ça peut faire. Et j'espère qu'on ne va pas à la catastrophe au sens politique actuellement et qu'on aura le temps au fond, de repenser tout ça sagement. Moi, j'étais assez impressionné quand il y a la physique quantique qui a émergé. Il y a eu les conférences Solvay. Solvay, c'est un industriel belge. Et au fond, il a mis tout le monde autour de la table. Et c'est là où ils sont arrivés la physique quantique. À un moment, il faudrait mettre les gens autour de la table pour essayer de savoir comment on peut arriver à gérer ce futur, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et ainsi de suite. Est-ce que vous avez le sentiment de dire que la vision mécaniste et matérialiste, enfin, du monde qui prévaut aujourd'hui en ce paradigme scientifique, est-ce que vous avez le sentiment que c'est en voie d'effondrement et que nous serions peut-être à l'aube justement d'une révolution dont l'impact pourrait être un peu similaire à, par exemple, la révolution de Copernic? Moi, je vois la façon dont les rumeurs bruissent sur les traitements du cancer sur Internet. Et au fond, mon opinion, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que le cancer, ça va être réglé relativement court terme et que tout le reste va s'effondrer à ce moment-là. Mais c'est une opinion. Qu'est-ce qui vous permet de penser justement que ces molécules dont vous parliez vont bientôt finalement être utilisées à grande échelle, vont se démocratiser pour lutter contre le cancer? Vous savez, quand les choses marchent, elles marchent. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Le traitement de la tuberculose, 7 malades pour avoir l'AMM, enfin l'approbation de l'autorisation de mise sur le marché. 7 malades. Je veux dire, si les choses marchent, c'est évident. 7 malades guéris, vous voulez dire? Oui, ils traitent 7 malades, streptomycine, tuberculose, 45 ou 46, et puis c'est réglé. Et quand moi j'avais pas mal étudié avec mon ami Mireille Suma les courbes de mortalité par cancer, on avait regardé aussi les maladies infectieuses, entre 46 et 48, la mortalité par cancer, par maladie infectieuse, chute de 75% en France. Les gens s'imaginent jamais que les choses peuvent changer, et encore moins qu'elles peuvent changer en mieux. Le développement des antibiotiques. Oui, c'est ça, c'est fini. Enfin, vous avez toujours des gens qui meurent des maladies infectieuses, mais je veux dire, c'est des gens qui ont d'autres problèmes en même temps. Et c'est réglé. Le cancer, j'ai l'espoir que ça va se passer de la même façon. Et ça va être un tremblement de terre pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez pour les gens. Peut-être nous dire justement où est-ce qu'on en est aux États-Unis là sur ces protocoles alternatifs? Il y a de plus en plus de gens qui en prennent. Est-ce qu'il pourra peut-être aussi avoir des essais cliniques? J'ai de la peine à vous répondre. D'abord parce que à la surface, il se passe pas grand-chose. Et puis ça bruisse en dessous. Il y a plein de gens qui prescrivent, il y a plein de gens qui récupèrent les médicaments. Il y a des données expérimentales qui se confirment les unes les autres. Combien de temps ça va prendre pour arriver à la surface et bouger tout ça, je sais pas, mais ça vient. Est-ce que ça rappelle pas un petit peu ce qui se passait au début du sida, où finalement les patients, c'était parfois faisaient énormément de recherches, hein, justement pour trouver des solutions. Oui, mais à part que maintenant vous avez Internet et voilà. Colissimo pour récupérer les médicaments, ce qu'à l'époque ils n'avaient pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion peut-être de responsabilité individuelle? Est-ce qu'on n'a pas aussi tendance peut-être à
s'en remettre aveuglément à une autorité thérapeutique médicale, au lieu peut-être d'essayer de faire aussi nous-mêmes une part du travail, peut-être de reprendre aussi une partie de notre santé en main pour faciliter la guérison. Vous avez des tas de types de gens différents. Des gens qui plient et qui écoutent ce qu'on leur dit, et d'autres qui sont des révolutionnaires. Tout ceci est... vous avez des typologies différentes. Vous m'avez plutôt l'air d'être type révolutionnaire. Ah non, moi je suis normal, je vis avec une femme normale. Ben, je note que dans le livre, vous dites qu'aujourd'hui, de toute façon, la normalité n'a plus vraiment de sens, puisqu'on peut être ce qu'on veut. On peut être un homme ou une femme. Donc là aussi, finalement, la biologie, enfin, on a oublié le réel. On a oublié le réel, oui. On a oublié le réel. Que les gens... Généralement, quand on oublie le réel, ils finissent souvent par se rappeler à nous qu'on le veuille ou non. Oui, et particulièrement dans les maladies. Le réel est là et il est violent. Et quels seraient pour nous justement les impacts concrets d'un changement complet de ce paradigme scientifique matérialiste quel serait l'impact justement d'une redéfinition complète de la nature du réel, de ce que nous pensons être le réel? Je crois fondamentalement qu'on a une vibration. Je crois, j'emploie pas le terme de savoir là, je crois qu'il y a une vie après la mort, d'une façon ou d'une autre. Et que quelque part, on est sur cette terre pour laisser quelque chose derrière. C'est une opinion, on a le droit de pas être d'accord, et peut-être je me trompe. Et cette croyance d'une vie après la mort, c'est quelque chose qui est récent ou que vous portez depuis longtemps? Je vieillis. Voilà. Et est-ce que si vous reveniez à l'époque où vous étiez étudiant en médecine et que vous aviez, si vous vous mettez dans la situation où à l'époque vous aviez cette conception-là de la vie après la mort, est-ce que vous auriez mené votre vie différemment en ayant dès ce moment-là cette conviction chevillée au corps? J'ai de la peine à vous répondre. D'abord parce que c'est un sujet infiniment intime et que, comme tout le monde, j'ai pas mal de regrets sur les conneries que j'ai faites. J'ai écrit mon premier livre disant que la chimiothérapie dans le cancer ne marchait pas en 98. Ça m'a valu tous les problèmes du monde. J'aurais peut-être pu faire ça plus diplomatiquement. Mais au fond, ça m'a aussi amené des amis, puis tous les domaines de la sphère plus personnelle. Je crois qu'une révolution est possible, et une révolution vers le meilleur. C'est ça que j'espère. Et que ça peut peut-être nous sortir de la glauquitude dans laquelle on est. Je peux juste dire un mot de plus? Bien sûr, allez-y. On va juste mettre en dessous un site si vous avez envie de donner à la Fondation Guérir du Cancer. Les gens sont complètement honnêtes. Donc Fondation Guérir du Cancer qui... Fonds de dotation, ce fonds de dotation Guérir du Cancer. De dotation, d'accord. On mettra le lien sous la vidéo. Ok, merci. Et alors, je vous laisse conclure ou peut-être... Vous voulez conclure d'abord et je conclue après? C'est vous qui allez conclure. Quel est le point peut-être par exemple le plus important que vous aimeriez que les auditeurs retiennent Le plus dur là-dedans, c'est de se poser les questions. C'est 99% du boulot, c'est de se poser les questions. Et au fond, on peut réécrire le vivant de façon probablement beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ça ouvre des tas de possibilités. Possibilités que je suis incapable d'entrevoir parce qu'elles sont tellement vastes. Et j'espère que tout ceci est correct. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ces sujets passionnants. Merci, Monsieur Talami. Avec plaisir.